on fait tout en automatique. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on agit sur notre vie alors qu'en fait, pas du tout. On se pose plus de questions de comment on marche, comment on respire, comment on lit, comment on conduit, comment on mange. Déshypnotisez-vous parce que vous êtes hypnotisé par votre inconscient. La petite voix, la petite voix, la petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à ceux et celles qui nous font du bien. Ils sont psy, sophrologues, magnétiseurs ou autres et se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Que vous soyez sceptique ou convaincu, vous serez sûrement curieux de leurs histoires. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir ces métiers dédiés aux autres ? En quoi consiste leur pratique et que leur apporte-t-elle ? Voilà les questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous et dites-le moi avec des étoiles sur iTunes. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix, le podcast, c'est parti ! Avec quel invité lancer ce podcast ? Ce premier épisode doit donner le ton. J'aurais pu opter pour une approche classique, avec un psy par exemple, et il y en aura d'ailleurs très bientôt. Mais justement, ça me semblait un peu trop attendu. J'ai aussi mis de côté, pour un instant seulement, les approches trop ésotériques. Je ne voulais pas faire fuir tout de suite les plus sceptiques d'entre vous. J'ai donc réfléchi à une thérapie alternative qui soit tout de même entrée dans les mœurs. Et l'idée de l'hypnose s'est vite imposée à moi. J'ai eu l'occasion d'en faire quelques séances moi-même, pendant lesquelles j'avais trouvé une grande détente. Une détente qui avait nettement amélioré mon sommeil, perturbé à l'époque. En plus, je connais un peu l'histoire et le tempérament d'Alexandra Donnet-Burguera, qui m'avait alors accompagnée, et je devine qu'elle sera une bonne thérapeute avec laquelle faire mes premiers pas dans cet exercice du podcast. Et effectivement, elle nous parle avec enthousiasme de son parcours, son métier, et surtout des hommes et des femmes qu'elle reçoit dans son cabinet. Avec elle, nous allons parler de compte de résultats, de prise de conscience et de changements fabuleux. Bonjour Alexandra. Bonjour. Bienvenue dans La Petite Voix. Merci d'avoir accepté mon invitation. On va ensemble essuyer les plâtres de ce nouveau podcast. Alors, pour commencer, Alexandra, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement, s'il vous plaît ? Oui, tout à fait. Alors, je m'appelle Alexandra Donnet-Burguera. J'ai 46 ans, j'habite du côté de Belleville-sur-Saône qui se trouve à 40 minutes de Lyon. Voilà, et je suis hypnothérapeute depuis maintenant 7 ans. Super. Et je fais également des soins énergétiques et aujourd'hui des massages Twina. Super, voilà. Donc on va avoir plein de choses à raconter aujourd'hui. Oui. Alors, on va commencer par parler plus d'hypnose, parce que c'est vraiment quelque chose dont on entend de plus en plus parler. On voit que dans les hôpitaux, ça se pratique de plus en plus. Les psys, parfois eux-mêmes, s'y forment pour bien accompagner leurs patients. Et ma première question, c'est vous, Alexandra, comment avez-vous découvert l'hypnothérapie ? Très bonne question. N'est-ce pas ? Alors, comment j'ai découvert ? Ça remonte à quelques années en arrière où effectivement j'étais responsable comptable et financière, où j'en faisais pompier déjà à l'époque dans mon métier, c'est-à-dire que j'avais un poste où je faisais beaucoup de choses, alors à la fois très intéressant et très très engageant. Et quand j'ai eu mes enfants, s'est posé la question de qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'il y a quelque chose qui me va pas, il y a... Tout en moi, en fait, était en mouvement, en changement. Donc voilà, donc j'ai commencé à me faire aider moi-même, parce que j'avais des casseroles de l'enfance, des grosses casseroles. Donc par l'intermédiaire d'astrologie humaniste. Voilà, ça a été vraiment une grande révélation pour moi. Et puis, je suis allée voir une dame qui faisait de la PNL, la programmation neurolinguistique. Okay. Et déjà, j'étais dans quelque chose où j'avais déjà changé, où je sentais que j'étais de plus en plus prête, finalement, à moi aider les autres. Voilà ce qui s'est passé. Donc, quand j'ai eu un petit peu cette révélation, je me suis dit, ok, je pars par où ? Donc cette dame qui me faisait de la PNL, elle me dit bah voilà, moi j'ai fait telle formation en PNL à Lyon. Donc sur ses conseils, c'est ce que j'ai fait la même école qu'elle. Donc là on a 3 niveaux, il y a un niveau technicien en PNL, il y a un niveau praticien en PNL et un niveau maître praticien en PNL.
Donc j'ai fait les deux premiers niveaux, et puis très vite je me suis aperçue que pour aider les uns et les autres, s'ils étaient un peu comme moi, très dans le contrôle, ça allait être très compliqué de les atteindre. Donc je me suis dit, comment faire pour atteindre les gens, pour qu'ils puissent effectivement les aider à aller mieux. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, en découvrant la PNL, vous avez trouvé quelques limites à cet outil-là. Oui. En tout cas pour vous. Pour moi, exactement. Okay. Parce que je pense qu'il y en a plein qui l'utilisent et qui l'utilisent très bien, mais moi je n'ai pas flashé sur la PNL. Quoi. D'accord. Donc à ce moment-là, je me suis dit qu'est-ce que je fais, et l'hypnose est venue. Alors très curieusement, parce que je n'avais jamais fait d'hypnose de ma vie, je ne savais pas ce que c'était l'hypnose, mais je savais que je voulais aller en hypnose. Donc vous étiez attirée par cette discipline sans en savoir rien du tout. D'accord. Et ce qui était assez rigolo, c'est que du moment que j'ai pris cette décision, j'ai regardé Internet, j'ai choisi ma formation et je débutais ma formation très peu de temps après. Donc avant même d'avoir vraiment découvert l'hypnose, avant même de l'avoir expérimenté pour vous-même, vous saviez que c'était il fallait que j'y aille. Ce chemin-là qui était OK pour vous. Ouais. J'ai oublié de vous demander, mais vous aviez quel âge au moment de cette révélation, comme vous dites? Je dois avoir 37, 38 ans, un truc comme ça. Ouais. D'accord. Ouais, okay. À peu près. Ouais. Et vous vouliez ce changement-là à la naissance de vos enfants? On va dire après la deuxième surtout. Alors au premier, qui a maintenant quasiment 14 ans, j'en avais déjà marre de ce que je faisais, et j'ai essayé de continuer ce que je faisais en m'accordant un petit peu de temps, en ayant les mercredis, voilà. Et puis quand est arrivée la deuxième, je sentais qu'effectivement là ça devenait de plus en plus compliqué, donc elle a 11 ans. Et puis j'ai repris un petit boulot quand elle avait 6 mois, et puis j'ai vu que c'était pas ça, donc la remise en question elle est même un peu plus lointaine, effectivement. D'accord. Donc vous êtes quand même resté un certain nombre d'années dans le monde de l'entreprise classique, entre guillemets, avant de vous tourner vers ces méthodes de bien-être et d'accompagnement. Oui. Et puis je dirais que le monde de l'entreprise m'a beaucoup déçue, c'est-à-dire qu'on est clairement dans un monde où moi j'étais responsable financière, donc il fallait faire ce qu'on appelle des bilans ou des comptes de résultats ou du contrôle de gestion à J+4. Et en fait, on donnait pas la réalité des résultats, on donnait il fallait donner ce que voulait le chef d'entreprise et ce que voulaient surtout derrière les actionnaires. Et moi, c'est un truc, ça m'horripile, on n'est pas dans l'humain, c'était pour moi ça devenait terrible quoi. La dernière boîte que j'ai faite qui m'a donné effectivement ce coup de grâce, ça a été vraiment la personne, le responsable était pas du tout humain, c'était vraiment il y a pas de mot pour le qualifier. Il était, on va éviter. Il était, en plus, il a été soumis au contrôle fiscal. Je crois que la boîte a failli faillite d'ailleurs. Voilà. Moi, j'ai fait 6 mois. J'ai mis fin à ma période d'essai de 6 mois. D'accord. Et ce jour-là, je me suis dit, c'est fini. J'en ai rien plus en entreprise dans ce domaine-là. En fait, est-ce qu'on peut dire que le monde de l'entreprise heurtait vraiment vos valeurs profondes et que, en faisant ce changement de vie professionnelle, vous vous rapprochiez un petit peu de vous? Ouais. Alors, c'est vrai, oui, sans que je sache au démarrage, les valeurs, j'avais encore du mal à mettre un mot dessus. D'accord. Voilà. Donc, en tout cas, ce que j'avais ne me correspondait plus du tout. Ça, c'est sûr et certain. J'avais besoin de travailler pour les gens, pour moi, de faire quelque chose de complètement différent, mais ne plus être en phase avec ce que je voyais, avec ce monde financier, qui était pour moi, qui était devenu une aberration totale. D'accord. Donc là, on en revient à cette hypnose que vous découvrez. En tout cas, vous vous sentez porté vers l'hypnose sans l'avoir testée. Ouais. Racontez-moi votre première séance d'hypnose pour vous, où vous l'avez en formation vécu. Alors. Oui. Alors un peu particulier parce qu'on sait pas ce que c'est, comme tous les clients qui viennent me voir, on sait pas ce que c'est, donc on est un peu sur ses gardes. Et à la fois j'ai senti, alors en plus j'étais très bien accompagnée pour cette première séance par une fille qui faisait évidemment la même formation que moi et qui est depuis restée mon amie, donc c'était très fort. Super. Mais effectivement cette notion d'amour en même temps. Moi, c'est ce que j'ai, mais à la fois vraiment dire qu'est-ce qui va se passer, est-ce que je vais réussir à lâcher prise, qui était mon vrai problème à l'époque, qui était beaucoup dans le contrôle,
Et puis avec sa voix à elle, son amour qu'elle me portait, finalement quelque chose a pu être présent. J'ai trouvé ça vraiment génial, quoi. Est-ce que l'amour que vous évoquez, on peut le comprendre comme une grande bienveillance envers vous et un accompagnement très doux qui vous a permis du coup de lâcher? Ouais, exactement. C'est exactement ça, ouais. Ok. Ouais. Donc, super découverte de l'hypnose. Ouais. Tant mieux, vous étiez engagée dans la formation. Voilà. Ça tombait bien. Voilà. Oui, heureusement, mais c'est vrai que c'était, j'ai vraiment eu flashé sur cette hypnose. Ça a été vraiment, pour moi, c'était une révélation, en fait. D'accord. Ouais. Donc du coup, la formation s'est passée sur combien de temps? Je me souviens plus exactement, c'est pareil, c'est des niveaux, on passe différents niveaux, pareil, technicien, praticien et maître praticien, donc moi je suis allée au bout pour le coup de cette formation. Alors je sais plus, je crois que c'est 3 semaines, un truc comme ça à chaque fois. D'accord. Ou un mois, je me rappelle plus exactement. C'est pas en continu. D'accord. Voilà. Et à quel moment vous vous êtes dit, c'est bon, je me lance et j'ouvre mon cabinet? Pas tout de suite après. Pas tout de suite après, c'est pas été si simple que ça, parce que quand vous avez été responsable financière une grande partie de votre vie et que vous vous retrouvez avec des règles, des procédures à mettre en place, que tout est vérifiable, etc., et que vous tombez dans de l'hypnose où il y a rien de vérifiable, où en fait vous comptez que sur vous et il y a pas de schéma derrière, quoi, faut se débrouiller avec ça, c'était très compliqué. De plus, quand j'ai voulu commencer, je me suis trouvée dans ma situation personnelle où j'ai demandé le divorce. D'accord. Donc beaucoup de choses en même temps qui fait que j'ai pas commencé tout de suite. Je me suis séparée et au moment où j'ai recommencé dans une nouvelle maison, là, je me suis mis à faire mon métier. Donc il s'est passé, on va dire, 6 mois à peu près. 5-6 mois entre le moment où j'ai fini ma formation et où j'ai réellement commencé. Et j'allais vous demander d'ailleurs, comment votre entourage a-t-il vécu ce changement à 180 degrés de vie professionnelle? Pas facilement. Du côté de mon ex-mari, il me laissait faire, mais à la fois on sentait que c'était pour lui, pensait que j'allais me lasser, quoi, que c'était pas quelque chose où où ça allait pas être mon métier, j'allais me lasser. Si on prend ses parents, il me disaient à chaque fois c'est quand que tu réintègres un vrai métier, enfin voilà, j'en ai entendu. Donc ce n'était pas un vrai métier. Non, ce n'était pas un vrai métier. Voilà. Il vous a fallu lutter contre ces a priori de votre entourage? Pas lutter, parce que j'ai appris très jeune que l'opinion des gens, quand elle est négative, ça me sert pas. Donc j'entends, mais c'est tout ce que ça fait. Ça ne vous empêche pas d'avancer? Non. Donc là, maintenant, vous êtes installé depuis 7 ans. Voilà, exactement. Donc, justement, on va parler plus de votre pratique aujourd'hui, puisque vous l'avez évoqué, l'hypnose reste le cœur de votre activité, mais vous y avez ajouté des nouveaux soins. Donc, on va commencer peut-être par l'hypnose. Alors, évidemment, tous ceux qui nous écoutent en ont une petite idée. Alors, j'espère différente de ce qu'on voit à la télévision avec Mesmer, mais... Justement, est-ce que vous pouvez nous redire en quoi consiste exactement l'hypnose? Alors, l'hypnose, c'est être dans ce que j'appelle un état modifié de conscience. Un état modifié de conscience, c'est-à-dire c'est pas celui dans lequel on est en train de parler. D'accord? C'est un état où on est un peu différent, où on va dire que le conscient est en mode pas off, parce que j'aime pas du tout le terme, mais il est moins virulent. Il est plus reposé. Okay. Voilà, tout simplement. Le type d'hypnose que je pratique, parce qu'il y a d'autres types d'hypnose où effectivement, pour le coup, le conscient est au contraire mis en avant. Donc c'est un peu, voilà, moi c'est l'hypnose ericksonienne. Ok. D'accord ? Donc en fait, c'est ça, c'est mettre quelqu'un dans cet état, d'accord, où on peut effectivement avoir accès à notre inconscient. Notre inconscient, il faut savoir que dans notre cerveau, on a 2 parties. Cette partie consciente avec laquelle on discute, et la partie inconsciente. La partie inconsciente, c'est 95% de notre cerveau. Voilà. Okay. C'est lui, en fait, on est dans notre vie de tous les jours, on est en mode automatique. C'est-à-dire qu'on se pose plus de questions de comment on marche, comment on respire, comment on lit, comment on conduit, comment on mange. On a appris consciemment à le faire, et après, c'est un apprentissage, et c'est transformé, c'est devenu dans l'inconscient. D'accord. Voilà. Et une fois que c'est dans l'inconscient, tout se fait en automatique. Okay. Donc moi, je vais même à l'encontre, alors ça va être assez rigolo, moi quand j'ai des clients,
Je leur dis au contraire, déshypnotisez-vous, parce que vous êtes hypnotisé par votre inconscient. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus alors sur cette vision-là ? Justement, c'est parce que on fait tout en automatique. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on agit sur notre vie, alors qu'en fait, pas du tout. Tout est géré par une partie de nous qui ne nous demande même pas notre avis. C'est le cas, par exemple, des gens qui vont fumer, qui n'arrivent pas à s'arrêter. C'est le cas des gens qui vont grignoter, qui n'arrivent pas à s'arrêter. Et puis pour tout, c'est-à-dire que aujourd'hui, comme je dis souvent aux gens, est-ce que vous vous rendez compte ce que ça vous fait dans votre corps quand vous marchez, quand vous prenez votre douche? Est-ce que vous savez ce que ça fait sur votre corps? Non, on est en automatique. Est-ce qu'on est assez proche du travail qu'on fait en méditation, d'être présent à l'instant présent? Oui, d'accord. Ouais, c'est exactement ça. Donc c'est ça que vous entendez lorsque vous demandez à vos patients de se déshypnotiser eux-mêmes. Exactement. D'accord. Tout à fait. Donc en tout cas, on revient à l'hypnose que vous pratiquez. Ouais. On met les personnes dans cet état de modifié de conscience. Comment est-ce que ça se passe pour Alors moi, je le fais très simplement. Il y a plein de méthodes qu'on peut utiliser. Moi, j'ai choisi de le faire à travers la relaxation, comme on peut l'appeler la sophrologie, ou peu importe. Moi, je le fais à travers la détente. J'ai choisi ça parce qu'en fait, en règle générale, on va dire, 99,99, pour pas dire 100% des gens, quand ils arrivent, sont tous stressés. Donc, au-delà de ce que va leur apporter l'hypnose, le fait de les basculer en mode relaxation leur apporte quelque chose d'encore plus positif. Réconfort. Un réconfort, ils sentent bien, ils relâchent, et puis c'est rassurant parce qu'ils savent pas ce que c'est que l'hypnose, donc ça leur permet d'être bien et de se relâcher. Et une fois qu'ils sont relâchés, du coup le mental est relâché. Et là, je peux y aller dans ce que je prépare pour eux, dans ce que je veux leur amener à visiter, ou etc. Donc comment ça fonctionne? Ce sont des exercices de visualisation où vous passez des messages clairement à l'inconscient des personnes? Alors moi, je suis très justement, j'ai pas vu forcément ça en formation, mais je suis dans les messages très clairs, ouais. D'accord. Ouais. Alors il peut y avoir de la visualisation, il y a souvent de la visualisation, mais il y a aussi des messages très clairs pour qu'en fait ça soit compris très clairement. De quel type, par exemple? Par exemple, si je demande à l'inconscient d'aller dans les souvenirs, là où sont stockés tous ces souvenirs, d'aller récupérer un souvenir dans lequel la personne s'est sentie mal, ou etc. Voilà, je vais pas faire de métaphore, je vais y aller en direct. Et est-ce que là, vous avez des exemples concrets où vous questionnez l'inconscient d'un patient sur tel souvenir désagréable pour lui ou elle? Ouais. Ça répond? Alors ça répond, moi je fais confiance à l'inconscient de la personne. En règle générale, je ne fais pas parler la personne. C'est-à-dire que je mets dans un état d'hypnose, je demande à son inconscient d'aller dans les souvenirs, d'aller chercher un souvenir dans lequel la personne, je sais pas, s'est sentie mal, s'est sentie abandonnée, rejetée, etc. Et l'inconscient y va. Et je demande à l'inconscient de rapatrier l'émotion. Donc la personne a une émotion. Et je la laisse tranquille avec son émotion. D'accord. Parce qu'après, on va aller gérer une réparation de tout ça, pour qu'effectivement, le souvenir puisse être présent, mais pas avec cette émotion qui est si difficile. En fait, c'est remettre le souvenir à sa place de souvenir. Voilà. Pour que l'émotion ne soit plus aussi vivace. Voilà. Parce que très souvent, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression qu'on a tout mis de côté, on a tout bien rangé dans des petites cases, ce qui est vrai, mais l'émotion reste très présente. Et c'est ce qui génère souvent chez les gens beaucoup de stress, beaucoup de colère, beaucoup de mal-être, etc. Parce qu'effectivement, l'émotion est toujours très présente. D'accord. Alors, justement, dans quel cas de figure est-ce qu'on vient vous consulter ? Est-ce qu'il y a des cas typiques pour lesquels l'hypnose, on sait, est vraiment hyper utile et efficace ? Alors, le tabac fait partie, c'est très utile pour le tabac. Vous avez régulièrement des cas de personnes qui viennent vous voir pour le tabac? Ouais. Et ces personnes-là arrêtent le tabac? Oui, en règle générale. Je dois avoir, alors je tiens pas de stats, mais vu que c'est une prestation que je fais d'un certain montant, qui on va dire est assez élevé, automatiquement, les gens viennent me revoir s'ils se mettent à fumer. D'accord. Donc je sais qu'en moyenne, je vais te dire à peu près, je dois avoir 85% de taux de réussite. En effet. Ouais. Ah, il est formidable. Ouais. Ok. Donc l'arrêt du tabac, effectivement. L'arrêt du tabac fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien sur tout ce qui est dépression, burn-out. Ça c'est vraiment un truc, ça marche très bien. L'insomnie, la confiance en soi. Donc là, on touche beaucoup à des désordres ou des troubles psychologiques, quoi. Ouais, de toute façon, c'est essentiellement des troubles psychologiques. D'accord.
chaque personne qui fait de l'hypnose on attire ce on a besoin. Donc en fait, c'est vrai que j'attire beaucoup des gens avec des problèmes un peu psychologiques. Ok. D'accord. Je crois que j'ai rarement eu des gens avec des problèmes d'ordre physique. D'accord. Parce que quelque part, c'est pas que ça m'intéresse pas trop. Donc du coup, je les attire pas. Vous êtes plus à l'aise pour accompagner les personnes Sur le plan psychologique. D'accord. Ouais. D'ailleurs, ça me fait venir une question. Est-ce que vous êtes accompagné sur ces questions-là lors de la formation, par exemple en hypnothérapie? Non, du tout. On vous forme pas du tout pour Non. accompagner psychologiquement les personnes Non. qui viennent vous voir? Non. Alors comment vous gérez ça? Parce que vous devez être parfois dans des cas de figure peut-être plus complexes ou... Alors il y a beaucoup de choses où en fait, moi j'ai vécu beaucoup de choses. Ça peut paraître fou, mais on arrive à aider beaucoup parce que j'ai vécu pas mal de choses. À travers votre propre vécu? Ouais, vous à voulez travers dire? mon propre D'accord. vécu. Et puis je lis beaucoup. Je fais pas mal de petites formations dès que je peux. Donc De quel ordre par exemple? Alors ça peut être de tout ordre, mais ça rejoint de toute façon automatiquement de la psychologie, parce que du moment qu'on est dans l'aide aux autres, on est dans un système de psychologie automatiquement. Donc voilà, donc je vais apprendre davantage, je vais apprendre des courants, je vais apprendre avec des personnes qui vont avoir certaines pensées, puis beaucoup de lectures aussi. Je lis beaucoup pour effectivement. Si on prend la notion de l'abandon, j'ai dû avoir 4-5 bouquins sur la notion de l'abandon. Enfin, la confiance, c'est pareil. Enfin, voilà, je lis beaucoup, ce qui me permet d'en savoir pas mal aussi, quoi. Et de bien, du coup, accompagner psychologiquement les personnes qui viennent me voir. Qui viennent vous voir. Ouais. Concrètement, toujours sur l'hypnose, ça se déroule comment une séance? Et ça dure combien de temps? Alors, là, je fais toujours une première séance où je ne fais pas d'hypnose. D'accord. C'est un choix personnel. Pour prendre le temps de connaître la personne, de connaître son histoire, le pourquoi elle est là, quel est son objectif, qu'est-ce qu'elle veut atteindre. Et là, je vais effectivement poser un certain nombre de questions. Oui. Ce qui va me permettre de vraiment cibler quel est son présent, quel est son passé, qu'est-ce qu'elle aimerait, etc. Qu'est-ce qu'elle a vécu de compliqué, qu'est-ce qu'elle a vécu de facile. Voilà, on fait vraiment un point très précis. Ça me permet aussi avec toutes les lectures que j'ai, de pouvoir donner des conseils aussi par moment. Simplement, voilà, s'il y a beaucoup de stress, comment on peut réagir à travers la respiration, comment je respire. Enfin, il y a un ensemble de choses ou des prises de conscience. Pour moi, c'est très important, la prise de conscience. Donc à travers ce qu'ils viennent, leur faire prendre conscience qu'en fait non, c'est un leurre, ou ils sont dans l'imaginaire, mais c'est pas dans le réel. Enfin, voilà. Quand vous on avez parle des cas concrets où vous avez pu accompagner des personnes dans ce sujet-là, de la prise de conscience? Là, par exemple, si on va prendre un cas très simple, le tabac. Les gens, quand ils viennent et qui me disent moi je fume, mais comment on va faire, parce que c'est un plaisir pour moi de fumer. Alors je dis ok, c'est un plaisir pour vous de fumer, j'entends. Vous avez des enfants, des petits-enfants? Bah oui, j'ai des enfants. Et à partir de ce soir, vous allez partager votre plaisir avec vos enfants, vos petits-enfants. Et là, j'ai un grand blanc, règle générale. Certainement. Certainement pas, on va pas. C'est du plaisir, on partage pas le plaisir avec nos proches. En fait, c'est pas du plaisir. Hop. Et là, on prend, effectivement, les gens se disent, ah ouais, j'ai pris effectivement en note que c'était du plaisir, alors que ce n'est pas du plaisir. Et là, il y a déjà un travail qui se fait. D'accord. Dans juste la prise de conscience, avant même la séance d'hypnose. Exactement. Elle-même. Sur le tabac, c'est vraiment quelque chose qui est primordial, moi, dans ma première séance. C'est cette prise de conscience. Donc, on en revient, il y a toujours cette première séance de rencontre, en fait, de découverte. Et puis, ça permet de leur expliquer ce que c'est que l'hypnose, avant de le vivre. Oui. Parce que si la personne arrive, on fait de l'hypnose, c'est toujours un peu plus... Je me mets moi à la place de la personne. Je me dis, j'arrive, je fais une séance, je vais tout de suite être un peu en retrait, je pense. Donc la personne, elle me connaît, elle sait qui je suis, elle va me faire confiance. Moi, j'ai confiance en la personne, confiance dans ce que je vais pouvoir lui apporter. Et ça, c'est super important. Du coup, on arrive dans un climat qui est très sain quand on va commencer la première séance d'hypnose. Voilà. Et donc la première séance d'hypnose et les suivantes, comment ça se déroule une séance d'hypnose? Ça suit un rythme classique, régulier à chaque fois? Ouais, en fait, j'essaye, donc en fonction de ce qu'elle m'a dit, de l'objectif qui est atteint,
Je vais construire des séances. Ce sont des séances que je construis. Donc c'est toujours très personnalisé. C'est très personnalisé. Sur les problématiques. Voilà, d'accord. exactement. Donc je vais la construire, je vais effectivement, on va faire cette séance, et puis entre les deux, la séance suivante, la personne va m'avertir s'il y a des changements, s'il y a quelque chose qui a fait ressurgir, qui va me permettre moi aussi de préparer une autre séance pour la suite. D'accord. Voilà. J'essaye de faire toujours un délai de 15 jours. Entre chaque séance, pour laisser un peu se décanter les effets d'une séance à l'autre. Voilà. Ok. Donc là, on a beaucoup parlé d'hypnose, mais vous l'avez évoqué, vous pratiquez d'autres soins, des soins énergétiques, je crois. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, moi, pourquoi j'ai choisi les soins énergétiques ? Parce qu'en fait, l'hypnose est quelque chose de fabuleux, mais on va rester dans quelque chose de très cartésien et de très mental. Ah, très raisonné. Très raisonné. D'accord. Alors que nous sommes pas qu'une tête, nous sommes une tête, mais nous sommes aussi un corps. Donc pour moi, j'avais besoin de passer dans quelque chose où on soit plus proche du corps. Donc les deux sont complémentaires, c'est ce que vous êtes en train de dire ? L'un travaille sur le plan purement physique et l'autre énergétique. Alors, tout joue un peu en même temps, parce que si je suis mieux dans mon corps, je suis mieux dans ma tête. Si je suis mieux dans ma tête, je suis mieux dans mon corps. Donc tout joue en même temps. Mais effectivement, en hypnose, on va arriver sur certaines choses à débloquer, tandis qu'en soin énergétique, je vais débloquer, alors là, pour le coup, on parle de choses un petit peu plus irrationnelles, mais on va débloquer des choses de différents corps éthériques. D'accord. Corps subtils, pardon. Donc du coup, ça va être quelque chose un petit peu différent dans l'apport que je peux apporter aux personnes, quoi. D'accord, donc complémentaire, d'où l'intérêt d'avoir complété votre proposition sur l'hypnose. Ouais, voilà, exactement. D'accord, ok. C'est intéressant, merci. Et là, on passe un peu à la dernière partie de l'interview. Et moi, ce que j'aimerais comprendre maintenant, c'est ce que vous apporte à vous, votre métier. Moi, j'ai bien compris ce que vous apportiez aux personnes qui venaient vous consulter, mais ça m'intéresse de savoir ce que vous y trouvez. Lorsque vous vous êtes lancé dans la formation d'hypnothérapie, qu'est-ce que vous en attendiez? Et est-ce que vous avez trouvé les résultats que vous en attendiez? En fait, je pense quand je me suis lancée, mon seul objectif, c'était d'aider mon prochain. Voilà. J'en attendais vaste programme. Ouais, c'est déjà pas mal. J'en attendais rien de particulier. Par contre, effectivement, avec le recul, j'allais dire que c'est ma thérapie. Ah. Voilà. C'est ma thérapie parce que chaque personne est exceptionnelle, chaque personne est amour, et chaque personne me donne une petite chose à travailler. Automatiquement, même si j'ai pas mal travaillé sur moi avant de faire on va dire d'avoir des clients, parce que je pense que c'est vraiment important. Il n'empêche que des fois, quand on a 3-4 cas qui sont les mêmes, qui arrivent en même temps, on se dit « Ah, tiens, ça vient toucher chez vous. » En quoi ça résonne chez moi. Donc il y a toujours une interrogation. Et puis pour moi, ce qui est très très important également, c'est que chaque personne étant pour moi vraiment magnifique, elle m'apporte toujours quelque chose, quoi qu'il se passe. Chaque expérience. Ouais, chaque expérience, c'est intéressant. Chaque personne, elle a un discours différent, elle a une analyse différente, et ça m'apporte toujours quelque chose. Pour moi, c'est un échange. Donc il n'y a pas un praticien et il n'y a pas une hypnothérapeute et une cliente, il y a deux personnes. D'accord, il n'y a pas quelqu'un qui se place au-dessus comme un sachant et qui vient à l'aide d'un autre, c'est vraiment... C'est vraiment un échange. Pour moi, c'est quelque chose très, de très fructueux des deux côtés, en fait. Complètement. Et est-ce qu'il y a des rencontres, j'imagine, qui vous ont particulièrement touché ou apporté, justement? Est-ce que vous pouvez nous parler de personnes, que vous avez accompagnées, qui ont vraiment marqué votre parcours? Alors, il y en a où, quand le résultat est phénoménal, où effectivement on part de quelque chose, je pense à un homme, effectivement, où il est arrivé avec la crainte de l'hypnose, il y vient parce que il a entendu parler de moi, donc il veut venir voir ce que c'est, mais à la fois il est bourré de peur, bourré de peur, voilà, de changer aussi, et à chaque séance qu'on a pu faire, à chaque fois il avait un temps pour se remettre, et puis il me disait « Waouh !» Mais un waouh qui sortait de toutes ses tripes. Et lui, effectivement, le changement a été fabuleux, quoi. Et quand j'ai des personnes comme ça, parce que c'est pas le seul, quand il y a vraiment ces changements à ce niveau-là aussi profond,
on sait qu'on a vraiment aidé quelqu'un vraiment dans un accomplissement, et c'est super beau quoi à voir. Ouais, certainement. Ah ouais, c'est vraiment c'est super quoi. Et oui. Ouais. Est-ce qu'en revanche, il y a des aspects plus compliqués du métier, des aspects plus compliqués où, voilà, vous l'avez évoqué, l'hypnose, il y a un moment où vous aviez besoin de compléter cette approche. Voilà. Où sont les freins en fait pour vous aujourd'hui? Alors, il y en a plusieurs. Il y a ce qui peut être difficile d'accompagner des fois des personnes, c'est quand on est en résonance sur un cas. J'ai eu alors à la fois j'ai eu la réponse aussi, ma façon de réagir apparemment était très saine. J'ai eu le cas d'une femme qui avait perdu sa fille, sa fille avait 5 ans, elle avait une maladie assez grave, donc elle savait qu'elle allait mourir, mais elle a perdu sa fille, et en fait ça faisait en fait il y avait quelque chose en lien avec moi, même si moi j'ai jamais perdu d'enfant. Il y a quelque chose on va dire d'une autre vie, dans une autre histoire, quelque chose qui a dû automatiquement arriver chez moi. Et là, pour le coup, je suis arrivée à la fin à pleurer avec la cliente parce que je ne pouvais pas faire autrement, je ne pouvais pas me retenir au niveau émotionnel. Et après, en discuter avec d'autres personnes, elles m'ont dit de toute façon, c'était obligatoire de fonctionner comme ça. On n'est pas là, on n'est pas des robots, on a des émotions, donc on est automatiquement, même si on essaye de se protéger, il y a des choses qui nous touchent vraiment fort. Et c'est vrai que moi, le cas des enfants morts ou des trucs comme ça, c'est vraiment un sujet qui est compliqué pour moi. Certainement. Voilà, ça c'est le premier. Le deuxième frein que je vois, c'est le côté un peu financier, c'est-à-dire que on est tributaire. Il y a des fois où on a beaucoup de monde, et puis il y a des fois, il y a pas grand monde, quoi. Et oui. Voilà, il faut savoir gérer ça. Il faut savoir. Alors moi, j'ai une confiance en la vie qui fait que heureusement, ça me permet de lâcher. Mais quand même, il y a des fois où on se dit ça va être dur de finir, ça va être dur de finir le mois. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pensez que vous pratiquerez toujours ce métier dans 5 ans? Je pense pas, non. Ah, non, intéressant. Dans là, 5 il faut nous en dire plus. Dans 5 ans, non, je pense pas. Je veux faire autre chose. Alors, je pense que je le pratiquerai toujours. Mais moins régulièrement. Je voudrais pouvoir ouvrir à quelque chose de plus collectif, parce que je m'aperçois qu'aujourd'hui le monde bouge à une vitesse énorme. On va dire oui, tout est en mouvement et les gens sont complètement paumés. Donc moi, mon objectif, ça serait de les aider à se retrouver, à savoir qui ils sont vraiment. Et j'ai envie de le faire d'une façon un peu plus collective. Donc à travers une ressource, aller chercher la ressource à l'intérieur de soi, de se reconnecter à soi. Et comment je me reconnecte à moi? En étant conscient justement des choses. Donc comment je me nourris, quand je marche, qu'est-ce que ça fait? Faire de l'art-thérapie, c'est-à-dire être dans le toucher, je touche de la terre, qu'est-ce que ça provoque? Voilà, toutes ces choses pour être à nouveau connecté à soi. Et ça, oui, ça me tient à cœur pour vraiment, j'allais dire, insuffler un souffle complètement différent, quoi. D'accord, et quelque chose du coup de plus global. Ouais, de plus global. L'hypnothérapie qui est très bien, mais qui est un outil. C'est un outil, exactement. Qui va agir sur un mode de fonctionnement, mais là, on monte un peu d'un cran pour avoir une vision plus globale de chaque personne. Ouais, super. Il faudra revenir à notre micro alors, Alexandra, pour nous raconter la suite. Allez, pour terminer, j'ai 2 petites questions rituelles pour vous. La première, citez-moi 3 mots synonymes de bonheur. La joie. Ouais. L'amour et la bienveillance. Pas mal. C'est sympa comme programme. Et vous, du coup, Alexandra, est-ce que vous êtes heureuse? Par moment, oui, par moment, non. Puisque c'est effectivement, pour moi, c'est la même, être heureux et être malheureux, j'allais dire, ça s'inscrit sur la même phase d'une même pièce. Donc, on est heureux parce qu'on peut être malheureux, et on est malheureux parce qu'on a été heureux aussi, et voilà. Donc, il y a des moments, comme tout le monde, je suis bien, puis il y a des moments où je suis moins bien. Et aujourd'hui, ça va pas mal. Super. Alexandra, merci beaucoup. C'était vraiment chouette de vous avoir au micro de La Petite Voix pour cette toute première interview. Merci beaucoup à vous aussi. Au revoir. Au revoir.
La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous mardi dans 2 semaines pour le prochain épisode. Si celui-ci vous a plu, alors dites-le moi avec des étoiles sur iTunes. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix, le podcast sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. D'ailleurs, c'est sur ces pages que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors surtout, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.